nouvelle version de PONGPI Aloha pour A Little Offensive Appliance. C'est une petite clé à base d'un petit Raspberry Pi 0W, donc il a du Wi-Fi, du Bluetooth, et on va voir ensemble toutes les fonctions qu'il intègre. Donc moi la mienne est déjà connectée. Quand on arrive sur la gestion, on se connecte dessus. Alors là je me connecte en local, mais on peut se connecter dessus en Wi-Fi, en Bluetooth ou à travers l'USB comme je fais là. La première fonction, c'est que ça émule plusieurs appareils USB. Dans la configuration que j'ai, ça émule donc une carte réseau. On peut voir ici. Celui-là, réseau Ethernet pas identifié, c'est mon Pi. Ça peut émuler un clavier, une souris, un stockage de masse qui soit CD-ROM ou clé USB, donc ça peut servir de stockage. Pour les versions Linux, il y a une autre version du réseau. On peut éditer l'adresse MAC pour les appareils qui sont un petit peu titillants sur les accès. Et on ne le verra pas là, mais on peut faire des appareils custom pour le Wi-Fi. On peut éditer tout un tas de modules avec les identifiants pour Windows, le nom de l'appareil, etc. Là, on va laisser ça d'origine. On va juste survoler un peu les fonctions. Selon les réglages qu'on a, on peut les sauvegarder et les rappeler au besoin. Donc par exemple, là moi j'ai plusieurs réglages. Par exemple pour l'Acronis CD, j'ai plusieurs images dans ma clé. Je peux être soit un Small Linux, soit un Ubuntu, soit un CD d'Acronis ou une clé USB. Bon là on va pas toucher. Le deuxième onglet qu'on a de contrôle à distance, c'est sur le Wi-Fi. Un Wi-Fi peut donc se connecter soit un point Wi-Fi, soit devenir un point Wi-Fi. Là, moi, je l'ai réglé. Par exemple, il fait s'il n'est pas connecté à un point Wi-Fi, alors il se connecte à mon réseau. Bon, là, il n'est pas connecté à mon réseau. Du coup, il crée un point Wi-Fi qui s'appelle AP. On peut générer des clés, etc. Par défaut, la version par défaut, là, c'est pareil. On peut faire plusieurs points qu'on peut rappeler plus tard. On va prendre la version défaut startup. Défaut. Voilà, où il sera identifié en tant que PONGPI, voilà ça, et avec un mot de passe par défaut de MAM, ce qui permet de se connecter à la clé et de prendre le contrôle comme on voit là, mais à distance. Donc on peut régler le Wi-Fi donc selon les normes ou les pays où on est. Ça peut être un point d'accès, un client Wi-Fi pour donner que le Pi ait accès au net. Et comme moi je règle d'habitude, un client Wi-Fi, s'il ne se connecte pas en Wi-Fi, c'est-à-dire s'il n'est pas à la maison, ça devient un point d'accès. L'autre onglet, c'est le Bluetooth. Donc on peut se connecter dessus pour prendre le contrôle à travers le Bluetooth, depuis son téléphone mobile par exemple. Et là, on a plusieurs réglages. Est-ce qu'il est connectable? Est-ce qu'on peut se pairer? Le high speed qui permet d'avoir des débits proches du Wi-Fi. Il y a plusieurs. On peut faire un petit réseau, un portable, enfin, vous avez toutes les options à l'écran, c'est pas la peine. Le code PIN par défaut, c'est Lit, 1337. Les réglages de réseau, c'est là où si on veut, on peut changer toutes les plages IP par rapport aux interfaces. Par exemple, pour l'interface Bluetooth, on sera en 172.26. Pour l'interface USB, comme on est là, on est en 172.16. Et pour le WLAN, on est en 172.24. Après, chacun règle comme il veut. Je regrette un petit peu qu'on puisse pas régler de passerelle, mais bon, pour le moment, c'est pas mal. Les triggers, c'est une grande... Alors les triggers, il faudrait traduire ça par des interrupteurs ou des agents de déclenchement. Par défaut, là, par exemple, quand le point d'accès Wi-Fi est en fonction, on lance la séquence WR Startup, ce qui est un petit script SH dans la clé. Par exemple, quand le service est démarré, il démarre un script qui s'appelle Startup SH, qui est dans la clé dans User Local PONGPI et Script. Mais par exemple, on peut en créer un nouveau. Alors j'en ai plusieurs de sauvegardés. Par exemple, moi, j'en ai toute une fournée. Par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait faire voir? On va en faire on fera un après. On continue le tour. La script, alors c'est le nouveau langage, comme le PONGPI peut agir en tant que clavier ou souris.
Il peut servir à taper des touches, bouger la souris, faire des clics droits, des clics gauche, et comme fait un Rubber Ducky, mais avec un langage quand même beaucoup plus naturel. Par exemple, moi j'ai créé, on va faire une base vide, voilà, où là ça dit que le clavier est un clavier français et que le type de frappe est une frappe rapide. Par exemple, on va lui dire d'appuyer sur Windows R. Ensuite, on va lui dire de taper qu'est-ce qu'on va lui dire de taper PowerShell, tiens. Retour chariot, on n'est plus obligé de dire comme avant press enter, on fait juste le slash n pour une nouvelle ligne. On va lui dire d'attendre 400 millisecondes le temps que le shell s'ouvre, et ensuite on va lui faire taper un directory. Type la commande directory de là où il est. Truc tout simple. Alors on peut le stocker, bon là on va pas le stocker, on pourrait appeler ça PowerShell dir. On lance. Ah oui, parce que j'ai tapé PowerShell, ouais, évidemment, parce que quand on ne tape pas PowerShell, voilà, c'est bon. Voilà, c'est sûr que quand on ne tape pas la bonne commande. Donc après on peut faire des combinaisons de touches, par exemple, on va les faire attendre 2 secondes, ouais 2 secondes. 2 secondes et puis on va fermer la fenêtre parce que c'est tout, on veut plus le garder. Alt F4. Là c'est ce qu'on appelle un payload. On le lance. Voilà, c'est tout simple. Donc on a tous des petits retours qu'on peut lire depuis le côté c'est des trucs un peu techniques, on peut lire tous les flux avec si on a les problèmes. Les events, ça vient avec les triggers et les settings généraux qui sont par exemple moi ma configuration de démarrage c'est test, on va la charger. Ma configuration test c'est base vide dans les triggers, le template USB c'est à dire celui qu'on a vu là, startup par exemple, c'est celui-là. Donc c'est en fait toutes les configurations qu'on veut. Si je voulais une configuration Bluetooth spéciale, une configuration réseau spéciale, on peut prendre tous les templates et les sauvegarder dans un nom, ce qui permet par exemple de passer la clé dans différents types selon les types d'attaques qu'on veut ou qu'on veut pas. On peut sauvegarder tout ça dans une base de données au cas où on doit le réinstaller ou le passer sur une autre machine, le récupérer. Bon, le système reboot et shutdown, il n'y a pas trop grand chose à dire. On va revenir sur les triggers. Les triggers. Alors l'avantage des triggers, c'est qu'on peut, quand on a, comme moi, des accès au GPIO, on peut par exemple donner une action toute simple. Alors moi je crois que oui, c'est 13 le centre du stick de mon petit hat. Donc on va lui dire que par exemple, on va créer une nouvelle action où quand on appuie sur le GPIO 13, on va lui laisser 200 millisecondes pour pas qu'il prenne bien qu'un clic et pas une série de clics. Ben on va lui dire d'écrire une entrée dans le log. Voilà, ça mange pas de pain, ça fait pas. Voilà, donc là on l'a créé là. Dans les logs on n'a rien. Si j'appuie sur le bouton de mon petit stick, voilà. Jusqu'à là, rien de bien compliqué. On va le rééditer et on va avoir une chose qui est bien. C'est ce qu'on appelle les messages de groupe. On va lui dire que quand on a fait appuyer sur le bouton, alors soit on peut lancer une entrée de log, soit on peut lancer un script stocké dans user local pompy script, un script bash, hein, sachant qu'il y a un Kali derrière, ça peut ouvrir des possibilités, ou démarrer une séquence. Et on va faire démarrer qu'est-ce qu'on va prendre comme qu'est-ce que j'ai de près qui mange pas grand chose, le notepad en tant qu'administrateur. Tiens, on va faire ça. Voilà, donc là normalement si je rappuie sur le bouton qui est sur ma clé, ça devrait me lancer ça. Voilà.
voilà, il le teste tout le temps, hein, donc là on voit que le script marche. Mais là, si j'appuie sur le bouton, voilà. Et là, on a un bloc-notes en tant qu'administrateur. On peut rééditer encore une fois. Qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on peut changer tout un tas de payloads que j'ai déjà préfait, mais bon, on va pas faire la démo là. On peut charger, par exemple, on va lui dire que ça devient une clé. Là, pour le moment, si on arrive, il est identifié en tant qu'une clé USB. Là, on va lui dire que quand on appuie sur le bouton, ça va mettre les settings USB en le CD d'Ubuntu. Alors là, le truc c'est que quand je vais l'activer, normalement, et voilà, en fait il l'a activé là. Voilà, donc là, si je rappuie, alors le problème c'est qu'il faudrait que je le rebascule manuellement. On va le mettre manuellement en. Non. On va charger le startup. Comme ça, on verra quand j'appuie sur le bouton. Oui, si je le charge et que je le déploie pas. Voilà. Donc là, on est bien en clé USB, pas de problème. J'appuie sur le bouton. Et voilà, c'est devenu un CD de Ubuntu. Facile. Quand on a des petits interrupteurs en GPIO, c'est assez efficace. On va le remettre en normal. Voilà. Donc nous voilà dans la seconde partie de la vidéo où je vais vous montrer un petit peu l'avancement du projet sur lequel je travaille. Un reverse shell spécialement conçu pour être utilisé avec cet appareil là, histoire de prendre en compte les accès, les possibilités qu'on peut avoir avec le clavier, la souris et les connexions réseau qu'on connaît déjà. Alors, donc là nous sommes sur la surface du Pi. On va commencer par lancer un petit terminal, histoire de simuler le fait d'être à l'extérieur du Pi. Voilà. Donc là, nous sommes dans la partie administration. Enfin, là, on est côté Kali, quoi, à l'arrière. Alors, il y a le serveur ici, qui est tout écrit en Python. Le client en Python et le client en exécutable Windows. Ça, c'est des fichiers de travail qui sont pas publics pour le moment. Donc là, le client, c'est exactement le client qui est là, mais là, on est sur la clé USB générée par le Pi. Donc là, on va lancer le serveur en écoute. Pour le moment, rien n'est automatisé, tout se fait à la main, c'est encore en cours de développement. Hein. Voilà, il est en attente, classique. Donc là, on peut être très bien être sur une autre machine à l'autre bout. Hein. Donc, on lance le client. Donc là, il se connecte. Un peu long, la dernière version, il faut l'optimiser. Voilà. Donc en fait, j'ai déjà fait un script. Quand il se connecte, il réduit automatiquement la fenêtre avec un beau logo Windows, histoire d'être un petit peu plus discret. On pourrait cumuler en faisant une fausse mise à jour, mais bon. Donc voilà, par défaut, les fonctions sont le layout. Alors, par exemple, pour régler dans le Pi, on lui règle que on est en layout français. Donc maintenant, on sait que quand il enverra des commandes de clavier, on est en commande français. Si on voulait US, on met US, italien, IT. Bon. La vitesse de frappe, on va le mettre en fast. Et bon, par exemple, on peut lui dire comme pour la démonstration faite depuis l'interface du Pi, on peut lui dire d'appuyer sur voilà, c'est exactement les mêmes fonctions qu'on a depuis l'interface web, sauf que là on l'a depuis un petit terminal. J'ai une petite fonction qui s'appelle
shot qui peut être très utile, j'ai écrite, qui fait donc un screenshot et qui le récupère et qui le met dans le pi. Alors on va essayer on va y accéder à l'intérieur, on va tricher un petit peu pour voir, puisque là tiens, on va se mettre là, on va se connecter dessus avec un petit programme que je vous conseille qui s'appelle Switch, qui permet de se connecter depuis Windows à un SSH sur le disque. Donc on était là et ça crée un fichier file name. Voilà, si on a la démo, on voit bien, ça a pris une copie d'écran. Là, faut imaginer qu'on est à l'extérieur aussi. Donc là, sur la même machine, forcément, ça n'a pas grand sens. Lui, il est toujours là, hein, pas de problème. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, donc là, on va agir sur l'autre. On peut faire du DOS. Donc, on a un dir. On peut savoir la version du système. Enfin, on a toutes les commandes que nous donne accès MS-DOS. Hein. Donc en fait, on a un shell sur la machine qu'on commande, sur celle où est branché le pi. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, à tout moment, on peut faire -help pour rappeler les commandes. Donc on a fait chaud. On a le download. Tiens, le download, on va faire un dir d de pointe. Qu'est-ce que j'ai en racine de d? Un petit fichier à récupérer. Bah non, le client, c'est un peu dommage. Qu'est-ce qu'on pourrait chercher? Je sais pas, un petit bout de texte par là. On va se mettre en dir c de point. Ça, qu'est-ce qu'on a là? Il y a le petit log là, le AOW log. Donc on va le récupérer. Là, je me souviens plus la commande pour dire, c'est moi qui l'ai créé, je me souviens plus. C'est bien comme ça. Down load, on vient de prendre ça en C de point AOW log. Et voilà. Donc là, si on actualise, parce que c'est pas très tard, on a bien notre fichier log qui était présent sur le C. Voilà. Donc comme ça, on peut extraire n'importe quelle donnée à partir du moment où on connaît le chemin ou pas, hein, parce que on va prendre un truc. Voilà, c'est sur la clé, mais on s'en fout un peu. Est-ce que j'ai un petit fichier que je peux récupérer? T'as le petit fichier shellcode là. On fait ça marche aussi. Là, il prend le répertoire courant et il a récupéré le shellcode. Ouais, qu'est-ce qu'on a encore? L'upload n'est pas encore écrit, c'est en cours de développement. Bon, là voilà. Alors, on pourrait, je vais rajouter des fonctions après pour gérer la souris, rappeler des scripts, des petits payloads qu'on aurait déjà fait, enfin contrôler le pi, mais depuis la même interface, depuis le terminal. Voilà en gros pour la présentation. Là c'est un petit peu les logs. Donc là on est dans une version de développement pour moi. C'est que là on voit les fichiers que j'ai récupérés. Voilà à peu près. Pour quitter, on fait exit. Hein. Donc là voilà. Et le programme est parti. Hein.